La santé morale de notre pays, c'est, je vous l'affirme. Paris, janvier 1959. Les portes de l'Élysée se referment sans éclat. Pas de larmes, pas de déclarations solennelles, pas de mémoires annoncées à la hâte pour fixer une version de l'histoire. Juste des valises que l'on descend en silence, des couloirs vidés de leurs pas et deux silhouettes féminines qui s'éloignent du cœur du pouvoir français. Elles s'appellent Geneviève et Anne-Marie Coty, filles du président René Coty. Elles ont vécu derrière les dorures de la République, puis ont choisi de disparaître. Aucune interview, aucun livre, aucun témoignage pour corriger, nuancer, revendiquer. Comme si leur passage au sommet de l'État n'avait été qu'une parenthèse à effacer. Pourquoi les filles d'un chef d'État ont-elles décidé de se retirer volontairement de la lumière à une époque où tant d'autres auraient transformé ce nom en héritage public? Avant d'être un palais, l'Élysée est un décor, un théâtre silencieux où chaque geste est observé, chaque sourire interprété, chaque absence commentée. Mais dans les années 1950, la République n'est pas encore un spectacle permanent. Elle vacille. La 4e République est instable. Les gouvernements tombent les uns après les autres. La guerre d'Algérie fracture la société française. Les débats sont violents, les équilibres fragiles. Le pouvoir ne rassure plus, il inquiète. Au sommet de cet édifice fragile se tient un homme discret, René Coty. Ni tribun flamboyant, ni stratège charismatique. Un juriste austère, méthodique, presque effacé. Il ne cherche pas la lumière, il la subit. On le décrit comme courtois, réservé, profondément attaché à la dignité de la fonction. Et derrière lui, dans l'ombre des salons officiels, vivent ses filles. Geneviève, l'aînée, apparaît parfois lors de cérémonies, toujours droite, toujours mesurée. Sa présence est élégante mais distante. Elle ne parle pas plus qu'il ne faut. Dans une république où chaque mot peut être récupéré par l'opposition, le silence devient une stratégie. On ne lui connaît ni déclaration politique, ni ambition affichée. Anne-Marie, plus jeune, est encore plus distraite. Elle semble presque étrangère au décor. Les photographies d'époque la montrent attentive, mais jamais conquérante, comme si le faste républicain lui pesait davantage qu'il ne la fascine. À cette époque, la famille présidentielle n'est pas un outil de communication, elle n'est pas invitée sur les plateaux de télévision, elle ne façonne pas d'image publique autonome. L'Élysée protège ou enferme, selon le point de vue. René Coty aurait veillé à préserver ses enfants de l'exposition excessive. Il refuse que la sphère privée serve d'argument politique. Pas de mise en scène familiale, pas de narration sentimentale pour séduire l'opinion. Une séparation nette entre l'homme d'État et le père. Mais cette protection a un prix. Grandir dans les couloirs du pouvoir, c'est apprendre très tôt que l'histoire peut changer de direction sans prévenir, que la légitimité est fragile, que la loyauté politique n'est jamais éternelle. Geneviève et Anne-Marie observent. Elles entendent les rumeurs, les crises ministérielles, les tensions autour de l'Algérie. Elles comprennent que la stabilité n'est qu'apparente. Leur adolescence et leur jeunesse se déroulent dans une atmosphère de transition permanente. La République semble suspendue à un fil. Dans ce climat, parler peut être dangereux, se taire est plus sûr. Et déjà, quelque chose s'installe. Une habitude de retrait, une culture de la réserve, une méfiance instinctive envers la lumière publique. Lorsque le général de Gaulle s'impose en 1958 et que la 5e République naît sur les ruines de la précédente, le décor brusquement. Les visages d'hier deviennent les ombres d'aujourd'hui. La mémoire politique est sélective, elle efface vite. Dans cette bascule historique, les filles Coty ne protestent pas, elles ne revendiquent rien, elles ne cherchent pas à s'inscrire dans le récit national. Était-ce déjà un choix conscient ou simplement la continuité d'une éducation fondée sur la discrétion absolue? À l'Élysée, on apprend que le pouvoir est temporaire, mais on n'apprend pas toujours à vivre après lui. À première vue, rien ne semble plus enviable que de grandir à l'Élysée. Les dorures, les réceptions diplomatiques, les dîners d'État où les chefs du monde entier se succèdent sous les lustres immobiles. Pourtant, derrière les tentures épaisses et les salons officiels, la lumière est plus froide qu'elle n'y paraît. Geneviève Coty l'a compris très tôt. Être la fille du président ne signifiait pas exister en tant qu'individu. Cela signifiait représenter, incarner, mais sans jamais s'exprimer pleinement.
Sa présence lors des cérémonies officielles était précise, contrôlée, presque chorégraphiée. Elle saluait, elle écoutait, elle souriait. Mais elle ne parlait pas. Jamais trop. Comme si chaque mot risquait d'être détourné, amplifié, instrumentalisé dans une république déjà fragile. La France de la fin des années 1950 ne pardonne pas l'erreur symbolique. La guerre d'Algérie pèse sur les consciences. Les gouvernements se succèdent à un rythme effréné. Le pouvoir semble instable, contesté, presque éphémère. Dans ce contexte, la famille présidentielle devient un territoire sensible. Une parole mal placée peut devenir un argument politique. Un geste maladroit peut être interprété comme un signe de faiblesse. Geneviève avance donc avec prudence. Elle comprend que la lumière qui l'entoure n'est pas une récompense, mais une responsabilité. Et peut-être déjà un piège. Anne-Marie, plus jeune, observe cette mécanique avec une distance instinctive. Là où certains auraient pu se laisser séduire par le protocole, elle paraît étrangère à l'enthousiasme ambiant. Les récits d'époque la décrivent réservée, presque effacée, non pas timide, mais détachée, comme si elle refusait intérieurement d'adhérer à cette mise en scène permanente. Pour elle, l'Élysée ne représente pas une consécration, mais une parenthèse imposée. Elle assiste aux réceptions, elle respecte les usages, mais son regard semble ailleurs, vers une vie plus simple, plus ordinaire, une vie sans caméra, sans symbole, sans discours codé. Le paradoxe est là. Elles sont au centre du pouvoir, mais ne possèdent aucun pouvoir réel. Elles évoluent dans un décor prestigieux, mais ne contrôlent ni le récit, ni l'image. Leur identité se confond avec celle de leur père, René Coty, homme d'État discret dont la fonction dépasse la personne. Dans ce monde, l'individu s'efface derrière la fonction, et lorsque la fonction disparaît, que reste-t-il ? L'arrivée du général de Gaulle en 1958 bouleverse l'équilibre. La Ve République s'installe avec une autorité nouvelle, presque théâtrale. Le pouvoir change de visage, il devient plus vertical, plus incarné. L'ère Coty s'achève dans une forme de sobriété silencieuse. Pas de drame public, pas de scandale. Juste une transition politique brutale. Mais pour Geneviève et Anne-Marie, cette bascule signifie autre chose. La fin d'un rôle qu'elles n'ont jamais réellement choisi. À cet instant précis, beaucoup auraient saisi l'occasion d'exister par eux-mêmes, d'écrire, de témoigner, de raconter les coulisses d'une république instable. Elles ne le feront pas. Elles auraient pu capitaliser sur ce nom, sur ces années passées au sommet de l'État. Elles ne le feront pas. Comme si l'exposition n'avait jamais été un objectif, mais seulement une contrainte temporaire. La lumière s'éteint progressivement autour d'elles, et elles ne cherchent pas à la rallumer. Est-ce un soulagement ou le début d'une disparition volontaire ? Lorsque le mandat de René Coty s'achève, l'Élysée retrouve un calme étrange. Les couloirs autrefois animés par les déplacements officiels se vident. Les voitures noires quittent la cour. Les drapeaux restent, mais les visages changent. La République continue sans se retourner. Pour Geneviève et Anne-Marie, la rupture est nette. Hier encore, elles étaient intégrées à un protocole millimétré. Aujourd'hui, elles redeviennent des citoyennes anonymes. Aucun service de presse ne les accompagne. Aucun agenda officiel ne structure leur journée. Le contraste est brutal. Et pourtant, il n'y a ni protestation, ni tentative de maintenir un lien symbolique avec le pouvoir. Elles disparaissent avec une fluidité presque déconcertante. Geneviève aurait pu écrire, elle aurait pu raconter les tensions de la fin de la Quatrième République, les discussions feutrées dans les salons privés, les silences lourds lors des crises ministérielles. Elle aurait pu livrer un témoignage précieux sur cette période charnière de l'histoire française. Elle ne le fera pas. Son silence n'est pas une absence d'opinion, il ressemble davantage à une décision réfléchie, comme si elle avait compris que toute parole publique la ramènerait inévitablement à une époque qu'elle souhaitait laisser derrière elle. Anne-Marie, de son côté, semble encore aller plus loin. Là où certains anciens proches du pouvoir conservent des réseaux, participent à des conférences, entretiennent un rôle mémoriel, elle coupe court. Aucun discours commémoratif, aucun retour sur le passé. Le nom Coty cesse progressivement d'être associé à une présence vivante. Il devient une note de page dans les manuels d'histoire. Il faut comprendre le contexte. La Ve République s'impose avec une force nouvelle. Le général de Gaulle incarne un pouvoir vertical, charismatique, presque monumental. Face à cette stature, les figures de la Quatrième République paraissent ternes, transitoires. L'opinion publique regarde vers l'avenir.
Les médias s'attachent au nouveau récit national. Les visages d'hier se dissolvent dans la mémoire collective. Dans ce mouvement, Geneviève et Anne-Marie ne luttent pas pour exister. Elles ne revendiquent pas leur place dans la continuité républicaine. Elles semblent accepter l'effacement comme une évidence, comme si le pouvoir n'avait jamais été leur horizon, mais seulement une circonstance. Ce choix intrigue. D'autres enfants de chefs d'État, ailleurs en Europe, ont transformé leur position en tremplin. Ils ont investi la vie politique, les affaires, les médias. Ils ont écrit, commenté, analysé. Pourquoi pas elle? Pourquoi cette retenue absolue? Était-ce une fidélité à l'éducation reçue, marquée par la modestie et la séparation stricte entre vie publique et vie privée, ou bien une volonté plus intime de se protéger d'un univers qu'elles avaient vu de trop près? Le pouvoir fascine ceux qui l'observent de loin, mais pour celles qui l'ont vécu dans ses coulisses, il peut révéler sa fragilité. Elles ont vu les crises, les compromis, les équilibres précaires. Elles ont compris que la gloire politique est passagère, parfois cruelle. Peut-être ont-elles choisi de ne pas s'y attacher. En quittant la scène sans bruit, elles posent un geste rare, un geste presque radical. Refuser la mémoire médiatique, refuser l'exploitation d'un nom, refuser la tentation de raconter. Dans un monde où chacun cherche à inscrire son histoire dans l'espace public, leur retrait ressemble à une énigme. Est-ce une fuite ou la forme la plus pure de liberté? Il n'y a pas eu de scandale. Pas de drame public, pas d'effondrement spectaculaire, rien qui justifie en apparence une disparition. Et c'est précisément ce silence qui intrigue. Après 1959, le nom Coty cesse progressivement d'être prononcé dans les chroniques politiques. La Ve République impose un nouveau rythme, une nouvelle incarnation du pouvoir. Le général de Gaulle occupe l'espace médiatique avec une présence presque théâtrale. La figure du chef d'État change de dimension. Elle devient plus verticale, plus charismatique, plus visible. À côté de cette monumentalité, l'ère précédente semble s'estomper. Dans cette transition, Geneviève et Anne-Marie ne protestent pas. Elles ne revendiquent pas leur rôle dans l'histoire récente. Elles n'essaient pas de corriger le récit officiel. Leur retrait n'est pas accompagné d'un communiqué. Il se fait par couches successives, presque imperceptibles. Une absence à une cérémonie, un refus d'interview, un silence prolongé. On pourrait croire à une simple conséquence du changement de régime, mais d'autres anciens proches du pouvoir continuent d'exister dans le débat public. Ils écrivent, ils commentent, ils transmettent leur version des faits. Pourquoi pas elle ? Geneviève, en particulier, aurait pu devenir une voix précieuse. Elle avait observé les dernières convulsions de la Quatrième République. Elle avait vu son père appeler au retour du général de Gaulle en 1958, dans un contexte de crise profonde. Elle connaissait les tensions internes, les hésitations, les craintes. Elle aurait pu éclairer cette période charnière. Elle choisit de ne pas le faire. Ce choix interroge. Était-ce une fidélité absolue à la discrétion paternelle ou une conscience aiguë du danger de la parole? Car témoigner, c'est aussi rouvrir des blessures politiques, c'est raviver des clivages, c'est s'exposer à l'interprétation. Anne-Marie, de son côté, semble adopter une ligne encore plus radicale. Là où Geneviève reste une figure discrète mais identifiable, Anne-Marie s'efface presque totalement du paysage public. Pas d'apparition symbolique, pas de présence dans les commémorations majeures, comme si le passé présidentiel n'était qu'un épisode clos. Certains pourraient y voir une forme d'indifférence, mais l'indifférence laisse souvent des traces. Ici, il n'y a rien. Pas de déclaration critique, pas de nostalgie affichée, pas même de regret. Le silence devient dense. Dans les archives, leur nom apparaît puis se raréfie. Les photographies officielles restent figées dans le temps. Les sourires sont polis, presque neutres. Après cela, le vide. Ce vide n'est pas accidentel. Il ressemble à une décision. Dans une France qui entre progressivement dans l'ère médiatique moderne, où la télévision commence à façonner les figures publiques, elles auraient pu exister autrement. Elles auraient pu transformer leur position en capital symbolique. Elles ne l'ont pas fait. Pourquoi choisir l'ombre quand la lumière est à portée de main? Est-ce la conséquence d'une éducation rigoureuse, fondée sur la retenue et la séparation stricte entre sphère privée et fonction publique? Ou bien ont-elles perçu, depuis l'intérieur, la fragilité du pouvoir au point de refuser d'en conserver la moindre parcelle?
La disparition n'est pas toujours une fuite, parfois elle est une stratégie. Plus les années passent, plus leur silence devient significatif. Il ne s'agit plus seulement d'une discrétion héritée, il s'agit d'un refus persistant d'entrer dans la mémoire médiatique. La France des années 1960 change, la télévision s'installe dans les foyers, la parole publique se transforme en spectacle, les figures politiques deviennent des personnages, les familles présidentielles commencent peu à peu à être observées autrement. Geneviève et Anne-Marie auraient pu réapparaître à ce moment-là, donner leur version d'une république instable, nuancer l'image parfois effacée de leur père, René Coty. Elles auraient pu défendre son héritage, rappeler son rôle dans la transition vers le retour du général de Gaulle, mais elles ne s'engagent en aucun récit public. Ce silence prend une dimension presque philosophique. Témoigner, c'est figer un souvenir, c'est transformer un objet intime en objet collectif. Peut-être ont-elles refusé cette transformation. Peut-être ont-elles estimé que le pouvoir appartenait à l'histoire, pas à leur identité. On pourrait imaginer qu'il y ait eu derrière les portes closes des débats familiaux, des questionnements sur l'opportunité de raconter, des sollicitations discrètes de journalistes ou d'historiens. Rien n'indique qu'elles aient cherché à répondre, rien non plus n'indique qu'elles aient voulu corriger le récit dominant. Le plus frappant reste l'absence de nostalgie publique. Elles ne cultivent pas l'image d'un âge d'or perdu. Elles ne participent pas à la construction d'une légende familiale. Elles laissent le nom Coty se dissoudre dans la chronologie institutionnelle. Dans une société où l'on commence à valoriser la mémoire personnelle, ce retrait est atypique. Il peut être interprété comme une forme de protection. Protection de leur intimité, protection de la figure paternelle, protection d'un passé qui, s'il était exposé, deviendrait matière à débat. Car la 4e République reste une période controversée, instable, fragmentée, parfois critiquée pour son inefficacité. S'exprimer, c'était aussi s'exposer à la critique rétroactive. Peut-être ont-elles choisi d'éviter ce risque, peut-être ont-elles compris que le silence permettait de préserver une certaine dignité. Il existe une autre hypothèse, plus intime. Vivre au cœur du pouvoir, même indirectement, peut générer une fatigue invisible. La tension permanente, la conscience d'être observé, l'obligation de représenter sans exister pleinement, tout cela laisse des traces. La disparition publique pourrait être une manière de se reconstruire loin des symboles. Le paradoxe est saisissant, leur absence nourrit davantage de questions que leur présence ne leur est fait. Plus elles se taisent, plus le mystère s'épaissit. Était-ce un choix réfléchi, presque politique, ou simplement une aspiration à une vie ordinaire affranchie du poids d'un nom associé à l'État ? Dans cette énigme, nulle révélation spectaculaire, pas de scandale enfoui, pas de secret explosif, juste une continuité silencieuse de ne pas entrer dans le récit collectif. Et parfois, l'absence de récit est le récit le plus dérangeant. Plus le temps avance, plus leur silence devient une position. Il ne s'agit plus seulement d'une discrétion héritée, il s'agit d'une constance, d'une fidélité à une ligne invisible, ne pas transformer le passé en capital symbolique. Dans les décennies qui suivent, la France entre pleinement dans l'ère de la médiatisation politique. Les familles présidentielles prennent une place nouvelle dans l'imaginaire collectif. Les conjoints, les enfants, les proches deviennent des figures observées, analysées, parfois admirées, parfois critiquées. La sphère privée glisse lentement vers l'espace public. Dans ce paysage transformé, Geneviève et Anne-Marie restent en retrait. Elles ne participent pas aux émissions rétrospectives, elles ne livrent pas de souvenirs lors des anniversaires institutionnels, elles ne revendiquent pas de rôle d'héritière morale. Leur silence traverse les décennies sans s'altérer. Ce choix tranche avec une époque qui valorise la mémoire individuelle. Les témoignages se multiplient, mais ici rien. Pas de confession tardive, pas de vérité enfin révélée, juste une continuité silencieuse. On pourrait y voir une forme d'élégance, refuser d'utiliser un nom associé à la fonction suprême pour exister socialement, refuser d'entretenir une notoriété héritée, ne pas céder à la tentation de la légende. Mais ce retrait peut être interprété autrement. Peut-être ont-elles perçu, depuis l'intérieur, les limites du pouvoir. Elles ont vu la fragilité des institutions de la 4e République. Elles ont vu leur père porter le poids d'une période instable. Elles ont assisté à la transition vers une nouvelle ère politique dominée par une figure plus imposante, plus incarnée.
Peut-être ont-elles compris que la gloire politique est transitoire, parfois ingrate. Le pouvoir ne laisse pas seulement des honneurs, il laisse aussi des tensions, des souvenirs complexes, des compromis invisibles. En choisissant de ne pas raconter, elles ont peut-être choisi de ne pas simplifier une réalité nuancée. Car témoigner, c'est figer un souvenir, c'est transformer un objet intime en objet collectif. Leur silence devient alors un acte de maîtrise. Elles gardent le contrôle de leur récit en ne refusant de le livrer. Elles empêchent toute instrumentalisation de leurs paroles. Elles restent les seules détentrices d'une mémoire qui ne sera jamais totalement exposée. Il n'y a pas d'indice d'amertume, pas de trace d'un conflit public avec l'héritage paternel, simplement une distance, une frontière claire entre ce qui relève de l'histoire et ce qui relève de la vie personnelle. Dans une société où l'on associe souvent visibilité et importance, ce choix interroge profondément. Peut-on exister pleinement sans s'exposer? Peut-on honorer un passé politique sans le transformer en spectacle? Le mystère demeure, non pas parce qu'un secret serait caché, mais parce que le silence est resté intact. Et si leur absence n'était pas une perte pour la mémoire collective, mais une affirmation radicale d'indépendance? Il n'y a pas eu de chute spectaculaire, aucun scandale, aucune accusation, aucune disgrâce publique. Et pourtant, quelque chose s'est effondré. Lorsque René Coty quitte l'Élysée en 1959, ce n'est pas seulement un mandat qui s'achève, c'est un monde qui se referme. Les salons officiels, autrefois traversés par les ambassadeurs et les ministres, deviennent de simples souvenirs. Les voitures officielles disparaissent, les conversations stratégiques s'éteignent, la République tourne la page. Pour Geneviève et Anne-Marie, cette transition n'a rien d'anodin. Pendant des années, leur quotidien a été structuré par la fonction paternelle. Même si elles n'exerçaient aucun pouvoir direct, elles évoluaient dans un univers où chaque détail avait une portée symbolique. La posture, le regard, le silence même participaient à une représentation collective. Puis, brusquement, cette représentation cesse. La sortie de scène est sobre, presque austère. Pas de grande cérémonie d'adieu familial, pas d'hommage spectaculaire centré sur les proches. Le pouvoir se transmet, la vie reprend ailleurs. Mais ailleurs n'a pas la même intensité. Revenir à l'anonymat après avoir vécu au centre de l'État est une expérience déroutante. On passe d'un espace où tout est codifié à un monde où plus rien ne l'est. D'un environnement saturé d'attention à une existence sans regard extérieur. Ce contraste peut être vécu comme une libération. Il peut aussi ressembler à un vertige. Les archives ne parlent pas de tourments personnels. Elles ne mentionnent ni crise, ni rupture dramatique. Mais l'absence d'archives est en elle-même révélatrice. Elle indique une volonté claire, ne pas prolonger la scène politique dans la sphère intime. Certaines familles de dirigeants entretiennent activement la mémoire du mandat. Elles créent des fondations, publient des ouvrages, participent aux commémorations officielles. Ici, rien de tel. Pas de construction d'un héritage public organisé par les filles. Pas de mise en récit personnel du pouvoir vécu. Ce retrait n'est pas seulement discret, il est total. La Ve République s'affirme. Le nouveau chef de l'État incarne une vision différente, plus spectaculaire, plus affirmée. Le contraste est saisissant. La figure du président devient centrale, presque mythifiée. Dans ce nouveau récit national, la période précédente apparaît comme une transition imparfaite. Geneviève et Anne-Marie auraient pu défendre la mémoire paternelle face à cette relecture implicite de l'histoire. Elles ne le font pas. Elles laissent l'analyse aux historiens, le débat aux politologues. Elles ne revendiquent pas leur proximité avec le sommet de l'État. Peut-être ont-elles compris que toute tentative de justification ou de mise en lumière risquait d'être perçue comme une nostalgie déplacée. Peut-être ont-elles estimé que le pouvoir n'était qu'une fonction transitoire, non une essence, que l'honneur d'un mandat se suffisait à lui-même, sans nécessité de défense ultérieure. Peut-être ont-elles voulu protéger la figure paternelle d'interprétations partisanes tardives, ou peut-être ont-elles simplement désiré une vie ordinaire, affranchie du poids d'un héritage institutionnel. Le plus troublant est l'absence totale de contradiction. Aucun signe d'amertume publique, aucun témoignage révélant un regret ou un désenchantement. Rien qui permette d'interpréter leur retrait comme une réaction à une blessure précise. Leur disparition s'inscrit dans la continuité de leur présence passée, mesurée, contrôlée, silencieuse.
Dans cette logique, l'effacement n'est pas une défaite, il est la conclusion cohérente d'une trajectoire commencée dans la discrétion. Elles avaient occupé l'espace sans jamais le dominer. Elles le quittent sans bruit, comme on ferme une porte sans la claquer. La chute n'est donc pas un effondrement, c'est un retrait, mais un retrait qui pose une question plus vaste. Dans un monde où l'on confond souvent visibilité et importance, que signifie choisir l'invisibilité ? Il n'y aura jamais de confession spectaculaire. Aucun entretien tardif révélant des secrets enfouis. Aucun manuscrit retrouvé dans un tiroir promettant de dévoiler les coulisses de l'Élysée. La vérité, ici, n'explose pas. Elle se dépose lentement. Le mystère des filles de René Coty ne repose pas sur un scandale caché. Il repose sur une décision constante. Ne pas entrer dans le récit. Dans une époque où la mémoire devient une marchandise, où les souvenirs se publient et se vendent, leur refus prend une dimension presque politique. Raconter, c'est exister publiquement. Se taire, c'est conserver une frontière. Elles ont choisi la frontière. On pourrait croire que le silence dissimule quelque chose, une tension familiale, une désillusion profonde face aux mécanismes du pouvoir. Peut-être ont-elles vu de trop près la fragilité des institutions. Peut-être ont-elles compris que la fonction présidentielle, aussi prestigieuse soit-elle, n'offre aucune garantie de reconnaissance durable. Mais rien ne permet d'affirmer qu'un secret brûlant se cache derrière leur retrait. Ce qui est certain, en revanche, c'est la cohérence de leur trajectoire. Depuis les années passées à l'Élysée, elles n'ont jamais cherché à se placer au centre. Elles ont assumé un rôle de représentation sans le transformer en ambition personnelle. Lorsque ce rôle s'est éteint, elles n'ont pas tenté de le prolonger artificiellement. Le silence devient alors une forme de fidélité. Fidélité à une éducation fondée sur la retenue, fidélité à une conception du pouvoir comme service temporaire, non comme identité permanente. Fidélité, peut-être, à une vision de la République où la famille n'est pas un instrument médiatique. Dans les décennies suivantes, la politique française évolue. L'image prend une importance croissante. Les figures publiques apprennent à maîtriser leur communication, à construire leur narration personnelle. Les familles présidentielles deviennent parfois des éléments de stratégie. Le contraste avec l'attitude de Geneviève et Anne-Marie est saisissant. Elles ne revendiquent pas la mémoire, elles la laissent aux historiens. Elles ne défendent pas publiquement leur père, elles considèrent peut-être que son rôle appartient aux archives officielles, pas à un témoignage affectif. Elles ne cherchent pas à influencer le jugement porté sur la 4e République, elles acceptent que l'histoire soit écrite sans elles. Ce choix peut être interprété comme une faiblesse, comme un renoncement, mais il peut être vu comme une maîtrise. En refusant la parole publique, elles gardent intacte leur part d'intimité. Elles échappent aux interprétations, aux récupérations, aux polémiques tardives. La véritable révélation n'est pas un secret dévoilé, c'est une compréhension. Le pouvoir attire parce qu'il promet visibilité, reconnaissance, influence. Mais pour celles qui l'ont approché sans le posséder, il révèle aussi son instabilité. Il expose, il contraint, il enferme parfois dans une image qui dépasse l'individu. En quittant la scène sans bruit, elles ont peut-être choisi la seule forme de liberté durable, celle de ne pas être définies par un rôle passé. Elles ont vécu au cœur de l'État, elles ont vu la République vaciller, puis se transformer. Elles auraient pu devenir des gardiennes d'une mémoire, elles ont préféré redevenir des femmes ordinaires. Et si finalement, leur silence n'était pas un vide à combler, mais une réponse claire, une réponse à la tentation de la notoriété, une réponse à la confusion entre histoire et identité, une réponse à l'illusion que le pouvoir doit forcément laisser une trace personnelle. La vérité est simple, presque dérangeante. Elles ne se sont pas effacées par faiblesse, elles se sont retirées par choix. Il est tentant de chercher, derrière chaque silence, un secret, et d'imaginer qu'un non-dit cache une révélation explosive. Mais l'histoire de Geneviève et Anne-Marie Coty ne se prête pas à ce fantasme. Leur trajectoire ne contient ni scandale enfoui, ni drame spectaculaire. Elle contient autre chose, une cohérence.
Elles ont grandi dans l'ombre d'un homme devenu chef de l'État, René Coty, au cœur d'une république fragile, traversée de crises. Elles ont occupé un espace symbolique sans jamais chercher à l'agrandir. Elles ont assisté à la fin d'un régime et à la naissance d'un autre. Puis, elles ont quitté la scène, sans bruit. Dans un monde contemporain où la visibilité est devenue une valeur, où chaque fragment de mémoire peut être monétisé ou médiatisé, leur retrait apparaît presque radical. Elles ont refusé de transformer un nom en marque, refusé d'inscrire leur identité dans un récit politique permanent, refusé de devenir des commentatrices de leur propre passé. Leur effacement n'est pas un trou dans l'histoire, c'est une ligne discrète tracée à la frontière entre vie publique et vie privée, une affirmation silencieuse que tout ne doit pas être raconté, que l'expérience du pouvoir peut rester intérieure, sans devenir spectacle. La République, elle, a continué. Les présidents se sont succédés, les institutions ont évolué. La mémoire nationale a intégré la 4e République comme une étape, avec ses fragilités et ses transitions. Les noms changent, les visages aussi. Geneviève et Anne-Marie n'ont pas cherché à figer leur place dans ce récit mouvant. Elles ont accepté que l'histoire avance sans elles. Et peut-être ont-elles compris que l'on peut honorer un passé en refusant de l'exploiter. Leur silence nous oblige à une réflexion plus vaste. Dans quelle mesure sommes-nous définis par les fonctions que nous côtoyons ? Faut-il nécessairement prolonger une proximité avec le pouvoir pour exister socialement ? Ou peut-on choisir de disparaître, non par défaite, mais par volonté de préserver son autonomie ? Il n'y a pas de réponse définitive, seulement une image persistante, 2 silhouettes quittant l'Élysée, un jour d'hiver, sans promesse de retour. Et cette question qui demeure, plus actuelle que jamais, dans une époque obsédée par la lumière, la véritable liberté ne réside-t-elle pas parfois dans l'ombre ?